Ok, c'est bon. Donc, du coup, merci à tous. Donc Laurent Barrier, moi, je suis médecin à l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ce que l'on vous propose sur l'heure qui va advenir là, c'est d'échanger sur différentes actions de dépistage qui ont eu lieu après avoir introduit le webinaire rapidement avec ma collègue Nadia Gali, que puisse vous être présenté avec les collègues de la SDAD, de SOS Hépatite et de l'Association française des diabétiques, ce qui a pu se faire en région, et plus particulièrement en Côte d'Or et sur Dijon, pour pouvoir après ensuite échanger avec vous. Ce que je vous propose avant, c'est que les intervenants puissent se présenter. Euh, on commence par les collègues de l'ASDAT. Ok, moi je suis Aurélie Berthe, infirmière coordinatrice au sein du foyer de la manutention. Et moi, je m'appelle Romain Weingarten. Je suis actuellement en service civique au sein du foyer de la manutention dans le cadre de mon Master 2 en ingénierie sociale. Merci à vous. Pour SOS Hépatite. Présidente de l'association SOS Hépatite Bourgogne-Franche-Comté. Et moi, Jackie Sainty, je suis trésorier de l'association SOS Hépatite aussi. Merci à vous. Et pour l'Association française des diabétiques. Oui, Philippe Raclet, je suis le président de l'AFD 21 et de l'AFD Bourgogne-Franche-Comté. Michel Journet, je suis secrétaire général de l'AFD 21 et de l'AFD Bourgogne-Franche-Comté. Yves Martinet, je suis bénévole à l'AFD 21. Merci à vous. Et puis pour l'agence, Nadia Gali. Oui, bonjour à tous. Je suis Nadia Gali, je suis directrice du parcours santé précarité à l'ARS. Merci à vous. Donc, ce que l'on souhaite faire, on le fera à deux voix avec Nadia Gali. Vous réinscrire rapidement le contexte. Effectivement, des actions de dépistage se déroulent depuis de longue date dans la région Bourgogne-Franche-Comté, que ce soit sur le diabète ou également avec SOS Hépatite sur les pathologies hépatiques. Mais en fait, tout cela s'inscrit dans le cadre de deux parcours. Alors, c'est très impoli. J'ai commencé par le premier, le parcours, tout comme Nadia Gali, moi, je m'occupe et je suis directeur du parcours diabète, maladie rénale chronique au sein de l'Agence régionale de santé, sachant que le projet régional de santé a été ces derniers jours soumis à consultation, parce qu'il a été renouvelé, donc pour qu'il puisse prendre effet à partir de 2024. Dans les différents acteurs le recevront pour donner leur avis, leur lecture des choses. Donc, ce projet régional de santé, sur sa partie diabète, maladie rénale chronique, il y a différents objectifs, dont un qui est de promouvoir des actions de prévention et de favoriser à la fois un repérage et dépistage précoce du diabète et des maladies rénales chroniques. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment simplement sur le diabète. Et puis, je cède la parole à Nadia Gali sur le parcours précarité. Oui, et dans la continuité du PRS, donc on annexe un volet qui est le PRAPS, dans la continuité de ce qui s'est fait ces dernières années, donc le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies. On est dans une poursuite des orientations dans l'axe 2, qui est un axe majeur du PRAPS, qui est consacré à l'adaptation et à la personnalisation de l'offre, de la réponse à l'accès et de l'offre sur la prévention et l'accompagnement des personnes en précarité. On a à nouveau intégré l'objectif de promouvoir efficacement le dépistage de pathologies chroniques au sein des structures d'accueil et d'hébergement et d'insertion. Donc voilà, on est en complémentarité, on va dire, sur les deux objectifs et ces deux axes assez majeurs dans le PRS et qui fait le lien avec le PRAPS. Et puis un dernier point pour qu'on mette un tout petit peu le contexte sur les pathologies du foie, dont la NASH, qui est une véritable épidémie à l'échelon mondial,
qui est en fait une pathologie avec accumulation de graisse dans le foie. Donc là, c'est un acronyme anglo-saxon lié aux questions d'habitude alimentaire et de sédentarité, donc qui touche quand même, vous l'avez vu, un pourcentage important de la population, d'où l'importance des dépistages organisés notamment par SOS Hépatite. Et puis sur le diabète, là aussi, hein, qui est une pathologie fréquente, donc on est à un taux de prévalence de 5,1% de la population, donc ce qui fait en Bourgogne-Franche-Comté environ 150 000 personnes. Et sachant que les études montrent qu'1% de la population adulte a un diabète qu'elle méconnaît, donc ce qui représente à l'échelon, là aussi, Bourgogne-Franche-Comté, entre 12 et un petit peu moins de 20 000 personnes. Donc des chiffres là aussi qui sont en augmentation, liés bien particulièrement aux pathologies, notamment au surpoids et autres. Donc, d'où l'importance du dépistage du diabète. Je vous propose cette fois-ci de donner le bâton de la parole aux collègues de l'ASDAT. C'est parti. Donc, pour le volet précarité, diabète et maladie du foie, je vais proposer un exposé en 4 parties. Présentation du dispositif CHRS, du foyer de la manutention, des enjeux d'intervention au sein du CHRS, du déroulement des 2 interventions qu'il y a eu au sein du foyer et d'un bref retour d'expérience. Donc, rapide présentation du foyer de la manutention. Il a été créé en 1903. Sa mission est de lutter contre l'exclusion, la marginalisation et œuvre pour la réinsertion sociale et professionnelle. Et elle accompagne actuellement 88 résidents sur divers dispositifs. Premier dispositif MAPAM, maison d'accompagnement pour personnes âgées marginalisées, donc qui concerne les personnes de plus de 60 ans qui sont non ou peu dépendantes, qui ont des problématiques médico-sociales, qui disposent de l'aide sociale départementale, qui ont aussi des troubles du comportement qui peuvent être un frein justement à l'accueil dans d'autres structures d'accompagnement plus classiques. On a un dispositif ACT, appartement de coordination thérapeutique, disponible pour les majeurs, isolés ou en couple, qui disposent quand même d'une certaine autonomie pour disposer d'un logement individuel et qui ont, eux, des problématiques d'ordre psychologique, financier, social, et qui ont besoin de soins, d'un suivi médical. C'est aussi des personnes qui peuvent avoir des pathologies somatiques chroniques lourdes, c'est comme ça qu'on dit. Et donc, ces personnes-là ont besoin d'être accompagnées au sein de leur appartement. On a aussi un dispositif LHSS, Lit Halte Soins Santé, qui là aussi concerne des personnes majeures qui ont eu un parcours, qui sont en parcours de rue ou en grande précarité au sein de leur logement et qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'être raccrochés à un parcours de soins parce que très souvent, c'est des personnes qui sont en rupture de soins. Et donc aussi le dispositif CHRS que je vais vous évoquer tout de suite. Donc on dispose de 40 places qui s'adressent du coup à un public de plus de 30 ans, isolé ou en couple, avec des difficultés liées au logement, à la réinsertion sociale, professionnelle, également familiale ou du point de vue de la santé. Les conditions d'accueil, on dispose de 40 chambres individuelles avec douche et toilettes, d'une restauration collective en self, qui est à la charge du bénéficiaire et sur la demande pour le dispositif CHRS, d'un espace collectif intérieur et extérieur. On propose assez souvent des activités, et la présence de professionnels socio-éducatifs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Car au niveau de l'équipe, on possède une équipe de travailleurs sociaux, une monitrice éducatrice en charge de l'animation, 2 moniteurs éducateurs veilleurs, ainsi que d'une infirmerie.
d'un point de vue au niveau des problématiques liées à ce public, on est sur un public marginalisé, en grande précarité, des personnes qui ont quand même assez souvent des problèmes d'addiction liés à l'alcool ou aux drogues. C'est des personnes, comme j'ai dit, qui sont en rupture de soins. Et avec tout ceci, c'est des personnes où nous avons très souvent des difficultés à les mobiliser, que ce soit justement sur leur parcours professionnel, leur parcours personnel, mais aussi du point de vue de la santé ou encore de l'animation. Donc tout l'enjeu est d'essayer de les accrocher aux divers dispositifs qu'on propose. On peut passer sur la slide suivante, si vous voulez. Ouais. Voilà. Donc, pour les 2 séances de dépistage qui ont lieu au foyer, on s'est vraiment ciblé sur le dispositif CHRS. C'est vraiment là qu'il y avait le plus gros besoin. On n'a pas du tout de vue sur leur santé. Hein. C'est des personnes qui arrivent, qui sont vraiment en rupture dans leur parcours de soins. La plupart n'ont plus de papier, de carte vitale, plus de médecin traitant. Donc clairement, la santé, ça passe au 2e, 3e, voire 4e plan. Voilà, ils sont plus axés sur la plupart du temps leurs problèmes addictifs. Hein. Voilà, donc on a évoqué l'alcool, aussi beaucoup de consommation de drogue. Hein, du cannabis jusqu'aux drogues dures. Voilà, c'est vraiment pour nous la difficulté de réussir à ramener la santé comme étant une priorité, quoi. Voilà, donc évidemment, on a de grosses difficultés de mobilisation. Ils n'ont plus vraiment de rythme d'horaire. Se lever le matin, ce n'est pas forcément prévu. La nuit, souvent, ils sont très occupés à toutes sortes d'activités. Voilà. Et puis, voilà, c'est plus du tout, quand on est en rue, on perd le rythme de tout ça. Donc, c'est s'engager dans un rendez-vous pour une animation, ne serait-ce que ça, pour eux, c'est très difficile, quoi. Voilà. Je pense qu'on va enchaîner sur voilà, le déroulement des interventions. Donc, on a eu tout d'abord l'association SOS Hépatite qui a intervenu déjà 2 fois au sein du foyer. Donc, la dernière, c'était le 15 novembre 2022. Donc, par rapport aux problématiques hein, du public, voilà, vous imaginez les conduites à risque par rapport au risque de contamination VIH et consommation de drogue et les relations, enfin voilà, tout ce qu'il peut y avoir autour de ça. Et donc, c'était vraiment très important et intéressant pour nous de savoir un petit peu où ils en étaient par rapport à leur conduite, à leurs risques et à leur sérologie. Donc, on a fait toute une grande mobilisation en amont. Ça, c'est un énorme travail. Alors, avec des affichages, on a plusieurs lieux dans le foyer où on peut mettre des grandes affiches. Et puis, régulièrement, toute l'équipe était mobilisée pour, dès qu'on croise un des résidents, qu'on passe l'information, qu'on essaie un petit peu voilà, de bien le répéter, redire, tel jour à telle heure, il y aura une équipe qui sera là, c'est gratuit, vous pouvez venir. Voilà, ça, c'est un gros travail pour l'équipe. Et puis, cette mobilisation, elle continue encore le jour de l'intervention parce qu'entre-temps, ils ont oublié ou ils ont d'autres priorités. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une personne qui soit là et qui les appelle, à les chercher, leur réexplique. Et puis, surtout aussi beaucoup sur l'organisation, qu'il n'y ait pas de temps d'attente. Parce que s'il faut attendre, il ne reste pas. Donc, on essaie d'organiser, de les occuper entre-temps, de discuter, de prioriser un petit peu ceux qu'on sait qui pourront être un petit peu plus patients et les autres. Voilà, c'est vraiment tout un gros étayage. Et alors, nous, on a la chance de pouvoir s'organiser sur 2 pièces au sein du foyer, vraiment dans l'infirmerie. Donc, c'était assez pratique. On a pu dédier une pièce au TROD, voilà, donc au dépistage vraiment de l'hépatite C, B, et puis aussi VIH, selon s'il y avait des conduites à risque, ce qui permet
d'être au calme, de pouvoir discuter sans être entendu des autres, pouvoir se livrer et puis voir un petit peu justement où se situent les facteurs de risque et passer des informations. Ce que les bénévoles de l'association ont pu vraiment faire, c'était vraiment super intéressant. Et puis, on a une deuxième pièce où là, on a pu s'installer pour organiser le fibroscan, pour le dépistage de la NASH. Et là, c'est pareil. Ce qui était intéressant, c'était aussi de pouvoir respecter l'intimité parce que, voilà, soulever son t-shirt, montrer son ventre, c'est pas toujours évident quand on n'a plus l'habitude de suivre un parcours de soins. Donc, il faut pouvoir gagner la confiance et être au calme et être sûr de ne pas être dérangé. Voilà. Pour la suite de l'intervention, on peut parler maintenant du dépistage du diabète. Voilà, donc c'était le 1er mars 2023 avec l'AFD 21. Donc là, on a rencontré exactement les mêmes problématiques spécifiques à d'autres publics, avec en plus une autre difficulté qui se situe autour de l'alimentation. Parce que comme la santé et l'alimentation, souvent, ça passe aussi au 2e, 3e plan. C'est pour des raisons aussi parfois financières, parce qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de s'acheter des repas qui coûtent un petit peu plus cher, qui sont équilibrés. Ici, au sein du foyer, on propose des repas pour le midi et le soir, mais ils doivent les payer. Donc, ce n'est pas un budget qu'ils souhaitent forcément consacrer. Voilà. Et dans leur chambre, ils ne peuvent pas cuisiner. Il n'y a pas de possibilité. Donc ça, c'était un petit peu notre difficulté. C'était intéressant aussi de pouvoir reparler un peu de tout ça avec eux, les inciter à y repenser, y réfléchir et peut-être prioriser un peu sur l'alimentation. Voilà, donc là aussi, on a eu un gros travail de mobilisation en amont. Et on a pu aussi s'organiser de la même manière avec 2 lieux, 2 salles bien spécifiques. Une où on pouvait faire un test de glycémie capillaire. Donc, c'était concret pour eux d'avoir le résultat avec le taux de sucre. Et ensuite, une autre salle où là, ils rencontraient les bénévoles de l'association pour remplir le questionnaire Le Fin de risque. Et c'était vraiment un moment d'échange où là, voilà, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de personnes se sont livrées. Enfin, c'était un vrai temps pour eux de réflexion autour de leur alimentation, de leur santé, de leurs facteurs de risque. Il faut aussi un peu évoquer les antécédents, la famille. Voilà, donc ça inclut beaucoup d'échanges et c'était vraiment très intéressant et c'était très apprécié. Alors, au niveau du retour sur expérience, comme le titre l'indique, on a eu de bons résultats, avec avant tout une prise de conscience des problématiques. Après discussion avec les résidents, on s'est vraiment rendu compte qu'ils avaient pris conscience de la gravité de ces maladies, de leurs conséquences et donc de leur comportement à risque de ce point de vue-là. On a eu comme effet émergent aussi la libération de la parole avec les acteurs extérieurs. Donc, ces acteurs qu'on remercie puisqu'ils ont réussi à créer un cadre rassurant, intime, chaleureux, qui fait que les résidents se sont sentis en confiance et ont pu évoquer, au-delà des 2 enjeux d'intervention, leur santé en général, leur intimité, ce qui pouvait leur faire peur, ce qui les inquiétait. Et donc, on a finalement une percée de ce côté-là, on pourrait dire, pour les rattacher. Et du coup, ça a vraiment pour nous créé, renforcé le lien avec l'équipe médicale. Alors déjà avec les 2 infirmières au sein du foyer. Pour la plupart, c'est l'occasion de nous rencontrer et de discuter un petit peu plus de façon approfondie, de découvrir le lieu, l'infirmerie. Et puis, on a pu observer par la suite certains résidents qui sont revenus nous voir, qui ont reposé des questions, qui ont souhaité prendre un rendez-vous avec le médecin. Voilà, on a pu leur proposer après, ensuite, d'accrocher un peu leur parcours de soins. Et c'est extrêmement précieux parce que parfois, le début de la remise en route sur un parcours social, ça peut aussi commencer par l'accroche médicale. Voilà, donc on a vraiment eu plusieurs résidents pour qui ça a fonctionné et c'était très intéressant et très chouette pour nous.
Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, c'est opérer une vraie dynamique autour de la santé. C'est-à-dire que ce genre d'intervention renforce la prise de conscience sur son état de santé. Ça rassemble aussi autour d'une problématique sur un moment donné. Et puis, ça permet aussi de réactualiser le fait que leur santé est importante, qu'il ne faut pas qu'ils jouent avec, et que s'ils sont ici aussi, c'est pour se stabiliser de ce point de vue-là. Donc, notamment, c'est davantage important justement pour ces personnes-là qui, on le rappelle, sont en rupture de soins de base. Et puis par la suite, on en avait déjà discuté avec les bénévoles, nous on aimerait vraiment rendre ces 2 interventions pérennes. Une fois par an, ça nous semble bien par rapport au turnover de résidents. Et c'est quelque chose qui nous permet aussi, nous, de réfléchir un petit peu en équipe sur d'autres projets par rapport aux animations, par rapport aux repas, par rapport à ce qui peut être proposé en termes de prévention autour des contaminations. Je parle pour l'hépatite, et puis aussi vraiment le fait de bien manger, d'essayer le mieux possible de bien manger, de bouger, voilà, tout ce qu'il peut y avoir comme prévention autour de ces maladies. Et puis après, au sein de l'ASDAT, probablement que ça pourra s'étendre sur d'autres dispositifs. On peut penser à l'accueil de jour, aux pensions de famille, où là, il y a aussi tout un public qui est en grande précarité, qui a besoin aussi de bénéficier de ces interventions de grande qualité. Voilà. Merci à vous deux. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner sur la présentation de SOS Hépatite et puis de garder les questions pour la fin. Madame Pont. Il y a un diaporama, s'il vous plaît. Je veux bien la suivante. Je veux bien la suivante. Donc, d'abord, je vais vous présenter l'association. Donc, SOS Hépatite, au départ, c'était SOS Hépatite tout court. Et puis, il y a quelques années, on a ajouté « et maladie du foie » parce que c'est vrai que les hépatites virales, c'est en voie quand même on peut espérer quand même qu'on va s'en défaire rapidement. L'OMS a dit qu'en 2030, enfin non, c'est pas l'OMS, oui, si, c'est l'OMS qui a dit qu'en 2030, il fallait plus qu'il y ait d'hépatite C dans le monde. Bon, je pense que ça va être compliqué quand même. En plus de ça, à l'époque, même Agnès Buzyn avait dit « nous, en France, il n'y aura plus d'hépatite C en 2025 ». Bon, puis là-dessus, il y a eu le Covid, donc je pense que les dépistages ont été un peu ralentis. Il y a peut-être même des gens qui sont recontaminés, donc ça va être difficile. Mais enfin, c'est en bonne voie. Donc l'hépatite C, je ne veux pas dire qu'elle est derrière nous, mais j'espère qu'elle sera bientôt, ça sera de l'histoire ancienne. Bon, il y a encore l'hépatite B quand même, il y a encore pas mal d'hépatite B en France, parce que tout le monde n'est pas vacciné. Bon, même si maintenant la vaccination est obligatoire pour les nourrissons, il faut s'occuper du rattrapage, tous les gens qui n'ont pas été vaccinés, notamment les jeunes adultes et tout. Donc, comme je vous le disais, au départ, cette association elle a été créée pour soutenir les patients atteints d'hépatite virale. Aujourd'hui, c'est vrai que nos actions, elles se déclinent sur les autres pathologies. Donc, on continue bien sûr avec les virus, avec les dépistages par TROD, mais pas mal sur l'alcool. Et aussi le surpoids et l'obésité. Récemment, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la NASH, ou les gens l'appellent aussi maladie du soda ou maladie du foie gras. Mais c'est quand même assez inquiétant. C'est pareil, l'OMS dit qu'en 2050, en 2030 même, je crois, la moitié de la population mondiale sera en surpoids ou obèse. C'est quand même c'est assez effrayant, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on meurt plus de malnutrition on meurt plus de malbouffe que de malnutrition, pardon. Donc, notre public cible, c'est les usagers de drogue, évidemment, avec des actions comme on fait, comme le road trip, où on va dans l'Exapa et Carude et on propose une aide au dépistage, donc avec les TROD et aussi avec le FibroScan. Et maintenant, on se rapproche aussi des précaires, parce qu'on voit quand même que l'Exapa et Carude, ils dépistent relativement bien. Donc, on s'est dit, il faut s'approcher davantage des précaires. En plus, c'est dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé d'aller vers les précaires. Donc là, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup d'alcool, comme l'a dit Aurélie. C'est vrai que dans cette population-là, on trouve pas mal d'alcool. Donc, l'alcool, ça entraîne de la fibrose et parfois des cirrhoses. Et puis, de plus en plus, on voit aussi des personnes qui sont atteintes de stéatose et de NASH. Donc, c'est essentiellement des personnes en surpoids, hein. La NASH,
sur des personnes de poids normal, elle est exceptionnelle, quoi. Enfin, elle n'est pas exceptionnelle, mais c'est 10% de la population seulement. Donc, la plupart du temps, c'est quand même des gens qui sont en surpoids ou au stade même d'obésité. Voilà, donc je veux bien la diapo suivante. Alors, les outils qu'on utilise dans l'association, alors il y a les TROD, donc les TROD VHC et VIH. Depuis peu, on a les TROD VHB. Donc, le TROD VHB permet de détecter une hépatite B chronique. Mais par contre, ça ne nous permet pas de dire si la personne est vaccinée ou non, si la personne est guérie ou non, a eu l'hépatite C. C'est uniquement pour détecter une hépatite B chronique. Donc, en principe, quand les gens nous disent qu'ils sont vaccinés contre l'hépatite B, on ne leur fait pas de TROD VHB. Et puis ensuite, on a le FibroScan, donc cet appareil qui est vraiment génial et qui est un outil non invasif. Donc, en général, c'est un peu le produit d'appel parce que les gens, ils n'ont pas d'appréhension à faire cet examen et même ils le demandent. Ils sont assez contents de savoir l'état de leur foie, surtout quand ils savent qu'ils boivent excessivement ou qu'ils ont fait des abus. Donc, le FibroScan, c'est vraiment l'outil d'appel. Donc, vous voyez, à droite, je vous ai mis les scores de FibroScan. Donc, au-dessus de 14 kilopascal, on peut soupçonner une cirrhose. Ce n'est pas sûr à 100%, mais bon, quelqu'un qui a un FibroScan supérieur à 14, on essaye de l'orienter sur un service spécialisé des pathologies parce qu'il y a forcément derrière un foie qui n'est pas en bon état. Je veux bien la diapo suivante. Alors, la manutention, donc on est venu 2 fois, donc on a été super bien accueillis. En plus de ça, c'est vrai que le travail en amont était vraiment bien fait parce qu'on a vraiment fait du non-stop, les gens étaient là et puis on voyait d'un côté on faisait les TROD, de l'autre côté on faisait les FibroScan, mais on a fait du non-stop toute la journée, quoi. Donc la première fois qu'on est venu, on est resté toute la journée, donc on avait vu 24 personnes. On n'a dépisté aucune hépatite, aucun VIH, mais par contre, on a quand même vu 5 personnes avec des scores de FibroScan qui étaient assez préoccupants. Donc, autour de 14, on avait un 13,5, un 14,3, un 15,3, un 17,3 et un 47,2 kilopascal. Sachant que le FibroScan, il peut aller jusqu'à 75. Mais alors, à 75, le foie, il est dur comme du bois. Voilà. Donc, il y avait à l'époque, à ce passage-là, il y avait Véronique Monod, l'infirmière du CHU, qui était avec nous. Donc, elle a réussi à prendre les coordonnées des personnes en leur demandant de venir à l'hôpital et de venir faire des examens complémentaires pour infirmer ou confirmer justement ces stades de fibrose. Donc, je crois qu'il y en a, je ne sais pas si Aurélie, tu me reprendras, mais je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont allés. Mais c'est vrai qu'ils disaient, c'est vous qu'on verra, c'est vous qu'on rencontrera. On sent quand même que quand le contact est créé, ils veulent se retrouver avec la même personne, quoi. Ils n'ont pas envie d'aller à l'hôpital et de voir quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc, Véronique avait dit, oui, vous inquiétez pas, c'est avec moi que vous serez, etc. Donc, Aurélie, oui, tu me confirmes qu'il y en a qui sont… Oui, je confirme. Je crois qu'on en a encore 3 qui sont suivis. Ouais. D'accord. Et donc, on avait ciblé aussi en 2021 sur le public MAPAM, qui est un peu plus âgé. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, la deuxième fois, quand on est venu le 15, là, on a vu moins de gens, mais c'est parce qu'on est venu que l'après-midi, parce que le matin, on était à l'accueil de jour dans les Algécos, là. Donc, on en a vu 15, là. Et là, pareil, on a dépisté aucune hépatite, aucun VIH. Et là, il n'y avait pas, par contre, de FibroScan avec des scores préoccupants. Donc, on n'a pas vu les mêmes, je pense. Donc, une petite réflexion sur ce qu'on a fait à la manutention. On voit que c'est un public quand même différent des Xapacarudes. Il n'y a pas trop… Enfin, tu dis qu'il y a de la drogue, Aurélie, mais je dirais peut-être c'est quand même moins des injections et c'est moins des risques de contamination avec l'hépatite C ou avec le VIH. On n'a pas vu de personnes… Parce qu'avant, quand on fait les TROD, on pose un questionnaire préalable, donc on demande un petit peu, on évalue les facteurs de risque, justement. Et quand on demande aux gens s'ils ont pris de la drogue, la plupart, ils disaient non, quand même. Ou alors, ils nous disaient cannabis. Bon, on disait, ça, le cannabis, il n'y a pas de risque de contamination par les virus B, C ou le VIH. Donc, mais c'était plus l'alcool, quand même. On voyait dans les questionnaires, tous, ils disaient quand même qu'ils consommaient pas mal d'alcool, quoi. On n'a pas pu voir la population la plus à risque en termes de drogue, parce qu'on en a quand même beaucoup. Je pense qu'on est presque sur la moitié de nos CHRS en ce moment, là, actuellement. Mais comme c'était l'après-midi, on ne peut pas les mobiliser. Ils ne sont plus avec nous, quoi. C'est plus possible.
D'accord. Alors que le matin, aux Algeco, par contre, là, d'ailleurs, on a fait pas mal de trottes positifs. Sur 5 personnes qu'on a vues, il y avait 3 trottes positifs quand même. Donc là, je pense qu'il faudra qu'on y retourne pour vraiment les dépistages des hépatites. Par contre, là-bas, on ne peut pas faire de fibroscan parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour mettre un- une table d'examen et tout. Donc, on n'avait fait que du trot le matin. Donc, oui, on a constaté que le public était différent. Donc, ça n'a pas carru. Déjà, ils sont plus âgés, les personnes qu'on a vues. C'est vrai que, voilà, il y avait plus de consommation d'alcool et pas mal de surpoids. Donc, quand il y a du surpoids, on peut soupçonner qu'il y a de la NASH. Alors, c'est vrai que la NASH, ça veut dire non-alcoolique stéatose hépatique. Mais les spécialistes disent bien que dans la nage, il y en a ce qu'ils appellent la nage arrosée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément que du surpoids et de la mauvaise alimentation. Parfois, il y a aussi de l'alcool, donc ils appellent ça, eux, des nages arrosées. Donc, préalablement, c'est vrai qu'on avait établi avec Véronique Monod un parcours de soins. Donc, on avait quand même prémédité si on trouvait des gens avec des fibroses élevées. Véronique, elle avait dit, voilà, je les orienterai comme ci, comme ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, voilà, j'ai mis les personnes avec un score de fibroscan élevé ont pu rejoindre les consultations du centre expert. Après, moi, je n'ai pas de retour là-dessus. Donc là, Véronique n'est pas là aujourd'hui et puis elle ne travaille plus maintenant dans le service d'Adminello. Elle a changé de service. Donc, j'espère qu'on pourra travailler avec la nouvelle infirmière Johanna qui a rejoint Adminello et peut-être que la prochaine fois, on viendra avec elle. Mais de toute façon, Véronique Monod, elle reste quand même avec nous comme bénévole. Et donc, comme elle m'a dit qu'elle avait des gardes le week-end, elle aura des journées de libre en semaine, donc elle pourra éventuellement revenir avec nous quand on viendra à la manutention. Voilà, bon, je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, donc là, c'est une petite diapo que j'ai trouvée dans un congrès. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est vrai qu'on voit les risques de NASH quand il y a une consommation d'alcool. Et c'est vrai qu'on se dit, les personnes en surpoids, vous voyez, il y a par rapport à la personne de référence, on a 1,25 plus de risque d'avoir de la NASH, d'avoir un problème hépatique quand on est en surpoids. Et lorsqu'on est en obésité, on en a 2,03. Et quand il y a consommation d'alcool, on en a 2,65. Alors, on pourrait se dire, quand il y a obésité et consommation d'alcool, ça va s'additionner. Mais non, ça se multiplie. Donc, si vous voulez, il ne faut pas se dire, quand il y a juste obésité et consommation d'alcool, vous voyez, on serait à 4,68. Alors que quand il y a obésité et consommation d'alcool, on passe à 5,39. Donc, les facteurs de risque sont beaucoup plus importants quand il y a les deux facteurs associés. Voilà, je veux bien la diapo suivante. Alors là, c'est pareil, j'ai mis cette diapo parce que je savais qu'on allait être avec l'Association française des diabétiques et on s'aperçoit que voilà, NASH et diabète, c'est vraiment les liaisons dangereuses. 50% des porteurs de NAFLD. Alors quand je dis NAFLD, vous pouvez me dire pourquoi vous ne dites pas NASH. C'est parce que les Américains, quand ils disent NAFLD, ils regroupent la stéatose simple et la NASH. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au stade de NASH, qui ont un foie gras, mais qui n'ont pas encore fait de fibrose. Donc, NAFLD, c'est le regroupement de stéatose et de NASH. Donc, 50% des porteurs de NAFLD sont diabétiques et 80% des diabétiques ont une NAFLD. C'est énorme le chiffre. Donc, c'est vrai que c'est un peu la logique. On se retrouve quelque part, les associations de diabétiques et SOS Hépatite. Et même nous, l'année dernière, quand on a fait notre forum national à Angers, on a fait venir un professeur en diabétologie. Non, c'est il y a 2 ans, on a fait venir, vous devez le connaître, Jean-Michel Petit, qui est venu s'exprimer donc sur le diabète et la NASH. Donc, je pense que c'est vrai que dans l'avenir, on sera forcément, enfin, c'est une logique qu'on travaille ensemble, je pense. Parce que le diabète et la NASH, c'est quand même très, très lié, quoi. C'est des maladies qui sont liées au surpoids, à l'obésité, l'excès de sucre. L'excès de sucre, voilà, donne de la NASH. Donc, je pense que dans l'avenir, c'est des pathologies qui sont quand même très liées, quoi. Voilà, donc diapo suivante. Donc, alors, moi, je dirais que à retenir, donc je vais vous redire ce que je viens de dire, la prévalence de la NAFLD est 2 fois plus fréquente chez les diabètes de type 2 qu'en population générale, donc c'est quand même beaucoup. Et réciproquement, 80% des personnes atteintes de diabète de type 2, pardon, je perds mon écouteur, ont une NAFLD. Et la NAFLD est plus sévère chez les diabétiques de type 2 et c'est souvent en lien avec l'ancienneté du diabète.
Donc, il faut évaluer la fibrose pour voir si elle est avancée, car c'est un marqueur de mortalité, toutes causes confondues, cirrhose, cancer, maladie cardiovasculaire. Donc, les tests non invasifs sont des examens de choix. Le FIB-4, je ne sais pas si vous connaissez le FIB-4, c'est un examen très simple à faire. Il suffit d'avoir une prise de sang récente. C'est un algorithme qui est fait à partir des plaquettes, de l'âge et des transaminases. Donc, en général, dans un bilan sanguin, il y a souvent ces 3 paramètres-là. Et selon le chiffre que donne le FIB-4, déjà, ça nous donne de bonnes indications pour savoir si le patient est à risque d'avoir une cirrhose ou pas. Voilà, merci. Merci à vous, Madame Bon, pour cette présentation. Monsieur Raclay, pour l'Association française des diabétiques. Oui, bonjour. Merci, Madame Pont. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, à l'avenir, je crois que l'imbrication des maladies du foie et du diabète sont une chose qu'on doit prendre en compte, et effectivement, on doit pouvoir travailler ensemble sur beaucoup de points, notamment sur le dépistage et sur l'accompagnement aussi peut-être. Et ça, c'est une leçon qu'on peut tirer de ces dépistages au foyer de la manutention, et j'en suis vraiment très heureux. Je vous signale simplement que ma connexion Internet est très instable, donc si ça coupe, je demanderai à Michel Journet de prendre le relais de la présentation. Alors, la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais vous parler des résultats au dépistage du foyer de la manutention. Donc, la répartition homme-femme sur 22 personnes qui ont été reçues, 19 étaient des hommes et 3 étaient des femmes, donc 86% d'hommes et 14% de femmes. Alors ça, c'est habituellement lors des opérations grand public qu'on mène avec les dépistages. Il est rare qu'on dépasse le tiers d'hommes. Les hommes sont effectivement plus réticents à se faire tester, peut-être parce que dans la tranche d'âge que l'on teste, qui est généralement au-dessus des 40, 45, voire 50 ans, les hommes prennent un tout petit peu moins soin de leur santé que les femmes, et ça se répercute dans le grand public. On voit beaucoup plus de femmes dans nos dépistages. Mais compte tenu de la particularité du foyer, bon, effectivement, comme vous l'avez tous dit, ce taux inversé n'est pas surprenant. Diapo suivante. Alors, l'âge des participants. Alors, 163% des testés avaient plus de 35 ans, alors contre 80% pour l'ensemble de nos actions habituelles. Là, c'est pareil, vu le contexte de la population du foyer de la manutention. Bon, ça permet c'est normal, c'est à peu près normal. Quand on fait des actions de grand public, nous, on cible quand même une population qui est plus âgée, parce que le diabète touche très rarement les personnes de moins de 35 ans. Je parle du diabète de type 2, qui est vraiment l'objet de la traque. Généralement, quand on est diabétique avant 35 ans, c'est qu'on est diabétique de type 1. Et donc, on évite de faire des dépistages chez des personnes en dessous de 30 ans. Donc, sur le foyer, ces personnes avaient plus de 35 ans, la majorité avait plus de 35 ans. Donc, ça change un petit peu de nos habitudes de dépistage. On fait aussi, on permet aussi de prévenir à long terme de devenir diabétique. Alors pour ça, on a un outil qui s'appelle le FINRISC, et je pense qu'Aurélie l'a dit, il y a eu beaucoup d'échanges, et il y a eu beaucoup d'échanges avec les gens de la manutention, parce que avec ce questionnaire FINRISC, qui est un questionnaire de 8 questions, où on aborde les habitudes alimentaires, l'hérédité, l'âge, le surpoids, etc. Ce test permet effectivement d'avoir une discussion avec les gens, notamment sur leurs habitudes et puis sur la prévention. Donc, 54% des volontaires évalués à partir du questionnaire FINRISC représentaient un risque quasi nul de développer un diabète, contre 58% sur l'ensemble des testés en Côte d'Or pendant l'année 2022. Donc, on est à peu près dans les mêmes pourcentages. 27% représentaient un risque moyen contre 29%. Là, c'est pratiquement similaire.
Par contre, on a quand même 19% qui représentaient un risque sérieux contre 13%. C'est quand même une différence significative. Mais comme tout le monde l'a dit, et notamment Madame Pont, c'est vrai que les gens qui sont dans le foyer de la manutention sont effectivement ont des habitudes alcooliques qui sont pérennes, et l'association maladie du foie, diabète est tout à fait dans la norme dans cette population. Le risque évalué à partir des antécédents familiaux, le diabète et aussi les habitudes de vie au quotidien, et à travers l'alimentation, l'activité physique et le poids. Donc, ces habitudes-là, ce risque est évalué à partir de ces habitudes-là, et ça permet effectivement d'avoir une discussion très intéressante avec les gens que l'on dépiste. Diapo suivante. Alors, la glycémie contrôlée. Aujourd'hui, 9% des contrôles ont montré un taux excessif, alors que 4% de la totalité des personnes testées par nos soins en 2022 dépassaient la limite normale. Alors, le dépistage ponctuel est toujours un petit peu à prendre avec des pincettes, parce que c'est sur un instant T. Donc, il faudrait effectivement, d'après l'OMS, ce dépassement n'est préoccupant que s'il est confirmé plusieurs fois par des tests réalisés dans des conditions optimales. Alors, les gens qui avaient des taux excessifs ont donné comme excuse qu'il y avait une consommation récente de gâteaux. Bon, alors ça peut être une explication, mais c'est pour ça que ces actions-là devraient être pérennes, parce que ça permettrait de voir sur différents stades et sur différentes périodes les gens, même si ce sont pas tout à fait les mêmes, mais si ce sont les mêmes, de pouvoir voir l'évolution au sein du foyer et sur ces personnes-là. Parce que c'est vrai que faire un contrôle une fois paraît un petit peu dommage, quoi. Voilà, il faut qu'on puisse avoir une action pérenne auprès de cette population. Alors, les conseils ont été prodigués, bien sûr. Alors, je sais que c'est très difficile à ces personnes-là de retourner dans un parcours de soins, comme tout le monde l'a dit. Mais bon, il faut essayer aussi à ces personnes qui ont un taux excessif, de leur apporter un petit peu une habitude alimentaire différente. Ça doit être très difficile, et aussi un petit peu d'activité physique, et je pense qu'avec ces deux points-là, on peut déjà essayer de ralentir l'apparition du diabète. Voilà, chaque personne a pu emporter le questionnaire qui le concernait, lui permettant par la lecture de comprendre les actions de prévention. Diapo suivante. Je vais vous présenter maintenant en quelques mots l'Association française des diabétiques. On a 4 missions qui est prévenir, accompagner, informer et défendre. Alors, prévenir, c'est d'abord, on a fait un changement de politique. On faisait beaucoup de dépistage auparavant dans les supermarchés, dans les marchés, etc. Et on s'est aperçu finalement que ces actions ponctuelles n'avaient pas beaucoup de suivi, et de plus, avec l'apparition du Covid ces dernières années, il était très très difficile d'aborder les gens et de leur demander, de leur poser des questions sur leurs habitudes, etc. Donc on a changé de politique, et on a plutôt orienté nos dépistages sur les populations à risque. D'ailleurs, comme le disait Madame Pont, la Haute Autorité de Santé préconise de faire de la prévention sur ces populations. Alors, on fait des dépistages à Croix-Rouge, Secours populaire, à la manutention en particulier. On fait aussi des dépistages dans les entreprises, dans les grosses entreprises comme Keolis, Divia, toutes les mutuelles, etc. Et ça aussi, ça permet aussi d'avoir un suivi, puisqu'on le fait régulièrement, on va le faire régulièrement chaque année, et on peut voir l'évolution au sein des entreprises, des actions menées par les infirmières et par la structure santé au sein des entreprises. Et ça, je pense que c'est une chose que les entreprises apprécient énormément. Ça pourrait être d'ailleurs fait avec l'association des maladies du foie. Ça pourrait être une chose intéressante. On fait des dépistages aussi dans les organismes sociaux comme les CCAF, la CAF, la CPAM, l'URSSAF, etc.
et on fait du dépistage de rétinopathie diabétique grâce à un camion itinérant en partenariat avec l'URPS des médecins libéraux. Diapo suivante. Donc prévenir, c'est aussi non pas que le grand public, c'est aussi les complications pour les diabétiques. On fait des ateliers cuisine, on fait de l'activité physique avec des associations comme Bouger Ensemble, Ciel Bleu, on organise des marches nous-mêmes en tant qu'AFD et on participe à l'éducation thérapeutique des patients avec des programmes que nous mettons en place avec l'ARS et puis avec la CPAM et avec d'autres structures. Ensuite, la deuxième mission, c'est informer. Alors, informer le grand public, on a plusieurs actions. On a des journées régionales. La dernière s'est passée à Dole en octobre 2022. On a la Semaine nationale de prévention du diabète qui se passe en début juin, donc elle vient de se terminer. Là, on fait une grande campagne auprès de tout le monde pour la prévention sur le diabète. On a des actions qui se font sur la Journée mondiale du diabète autour du 14 novembre et on a régulièrement des conférences et des ateliers ouverts au grand public. Informer aussi, c'est aussi informer les diabétiques, avec des séminaires d'information et de formation continue, des conférences spécialisées avec des professionnels de santé, des professeurs Vergès, le professeur Jean-Louis Petit, les infirmières Azalée, les diabétologues, etc., tous les corps de métier des médecins. La troisième mission, c'est accompagner. Alors, on forme des patients experts. On en a 15 en Bourgogne-Franche-Comté. On forme aussi des bénévoles actifs. Ce sont des bénévoles qui sont plus formés que les autres. Il y en a une trentaine qui sont formés sur la maladie du diabète, sur l'environnement, etc. Nous avons des groupes de rencontres mensuels sur toute la BFC qui s'appellent Élan Solidaire, financés par la CPAM, qui permettent d'échanger autour de la maladie avec les diabétiques entre eux, avec les aidants, avec tout le monde. Et on a aussi des entretiens individuels pour résoudre les problèmes qui peuvent se poser pour les diabétiques de notre association, les problèmes sociaux, pécuniaires, de traitement, etc. Enfin, défendre, il y a un service juridique qui est à la Fédération française des diabétiques. On fait beaucoup d'informations sur le droit du travail, sur le permis de conduire, l'accès aux emplois interdits, etc. Nous avons aussi contracté un contrat mutuel de groupe au niveau de la BFC pour permettre aux diabétiques d'avoir des prestations de mutuelles intéressantes à des prix modiques. Voilà. La conclusion, bon, l'AFD est un acteur engagé dans le système de santé en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, il y a plusieurs partenariats avec l'ARS, la CPAM, etc. On participe à l'Université de Bourgogne aussi à la formation des médecins, des pharmaciens et des infirmiers. On participe aussi au niveau national à l'Académie nationale de médecine sur les patients experts et enfin à plusieurs articles 51. Et je répète, ça serait vraiment très très bien qu'on puisse faire des actions en commun avec toutes les associations qui sont autour du diabète et de la prévention et de toutes les maladies associées aux diabétiques. Voilà, merci. Merci à vous, Monsieur Raclay. Eh bien, je vous propose maintenant, après ces trois présentations à la fois très concrètes et puis aussi qui rappellent leur finalité et le contexte dans lequel ça s'inscrit, et puis avec un public en situation de précarité, de vous prêter les uns les autres au jeu des questions, des remarques, des compléments. Oui, je peux poser une question. Après. Monsieur Raclay, le questionnaire Findris dont vous parlez, c'est un questionnaire qu'on peut trouver sur Internet ou c'est un que vous avez concocté vous-même? Alors, c'est un questionnaire qu'on doit pouvoir trouver sur Internet. Je ne suis pas certain, mais je pense qu'on doit pouvoir le trouver sur Internet. Mais de toute façon, nous, on peut vous en fournir, on peut vous en fournir autant que vous en voulez. Je peux vous l'envoyer même en fichier, il n'y a aucun problème. Voilà, c'était juste pour voir un petit peu de quoi il s'agit, quelles sont les questions et tout. Oui. On le mettra dans Je vous l'enverrai en fichier. Vous n'aurez qu'à donner l'adresse mail à Michel et Michel s'occupera de ça pour vous l'envoyer. Merci beaucoup.
On l'enverra dans l'envoi du diaporama à tout le monde Voilà. sur un clic comme ça. Très bien. Ça figurera, pas de souci. Alors, d'autres prises de parole, d'autres compléments, d'autres précisions? Oui, moi c'est Solange. Oui, je voulais savoir dans vos études machinalement, est-ce que vous allez mettre ni plus ni moins des gens de médiateurs pairs qui auraient vécu ni plus ni moins ce diabète et tout ça et qui pourraient en parler ouvertement justement par rapport à tout ce que vous faites par rapport à votre étude? À qui elle s'adresse la question? À n'importe lequel, celui qui peut me répondre, parce que je pense qu'en regardant bien les 3 associations pourraient me répondre, c'est surtout pour ça. En fait, l'étude, ce n'est pas vraiment une étude, ce dont on parle. Hein. Non, oui, mais moi, c'est parce que je ne trouvais pas le mot en regardant bien, parce qu'une personne qui aurait eu un diabète et tout ça, et qui justement, qui ferait partie ni plus ni moins un ancien résident, exemple de la manutention, vous voyez, c'est ni plus ni moins un exemple. Est-ce qu'il ne pourrait pas aider justement certains publics qui, justement, les gens qui sont plus ou moins précaires ont des a priori? Est-ce que ça ne serait pas une personne qui pourrait aider et faire comprendre certaines choses? Alors ça serait une très bonne chose. Hein, ça s'appelle, oui, bien entendu. C'est le principe des groupes de parole et des groupes de rencontres qu'on organise à l'AFD. Maintenant, il faudrait demander à la ASDAT si effectivement il y a des gens qui seraient susceptibles de faire ce type de démarche. Et je sais pas, là je peux pas répondre pour Aurélie. Voilà. Alors, c'est vrai que ça semble être une excellente idée parce que c'est plus simple parfois de créer le lien avec quelqu'un qui est déjà passé par là, qui sait ce qu'est la vie en rue et le diabète et tout ça. Après, la difficulté vraiment concrète, c'est que nous, on s'est vraiment ciblé sur le dispositif CHRS. Il reste maximum, on va dire, c'est maximum 36 mois normalement. Après, pour la plupart, ils n'ont pas forcément envie de revenir à la manutention ou ils sont dans un autre parcours de vie, dans un autre projet. Mais moi, je ne ferme pas la porte. Je pense que c'est quelque chose. Ça peut être aussi selon les rencontres qu'on peut avoir dans les résidences. S'il y en a un sur lequel on sent que ça pourrait fonctionner, ce genre de choses, sincèrement, j'y penserai et on pourra y réfléchir et le proposer. Parce que je pense qu'en regardant bien des personnes qui sortent de la manutention vont souvent plus ou moins encore tisser des liens avec l'accueil de jour. Moi, je le dis ouvertement parce que moi, je vais souvent justement vers l'accueil de jour, parler à toute personne. Hein, ça peut être autant professionnel que personne qui habite à la manutention ou autre. Et je me dis, je vois certains publics qui restent encore avec des liens avec l'accueil de jour. Oui, c'est vrai. L'accueil de jour, c'est souvent ce qui raccroche un peu tous les bénéficiaires de l'ASDAT. On en discutera avec l'accueil du jour. C'est une très bonne remarque. D'accord, merci. En parlant de ça, ça pourrait être effectivement une excellente recrue, même pour parler aux autres diabétiques, hein, ceux qui ont suivi ce parcours à la manutention, etc. Venir témoigner même chez nous, ça peut être quelque chose de très très enrichissant, hein, absolument. C'est une très bonne idée. Hein. Et à double sens, parce que ça peut aussi être enrichissant et donner un sens à la personne diabétique et qui a bénéficié. Oui, tout à fait. Juste avant de céder la parole à Madame Copon, Madame Pont, je suppose que vous voulez réagir par rapport à la question des médiateurs pairs. Oui, justement, je voulais dire, parce que nous, c'est la même chose à SOS Hépatite. Enfin, on n'a pas tous eu une hépatite C, mais on est quelques-uns à avoir une hépatite C guérie. Donc, je veux dire, c'est vrai que la parole est beaucoup plus forte. On s'aperçoit qu'il y a certaines personnes qui ont des pistes et qui ont encore les mauvais souvenirs des traitements hépatite C qui étaient longs, difficiles avec l'interféron et tout.
Moi, je vois quand je leur dis, écoutez, je vous promets de me croire, aujourd'hui, les traitements d'hépatite C, c'est de la balle, c'est 3 mois de traitement, il n'y a pas d'effet secondaire, tout se passe bien et tout. Et ben, ils ont tendance à me croire. Docteur, c'est pas contre vous, mais c'est vrai que parfois, ils croient moins les médecins. Ils disent, ouais, il me dit ça parce que il veut que je me traite. Alors que quand nous, on dit ça, ils ont tendance à nous croire. Et je pense que c'est un peu la force, justement, d'être un peu, je ne sais pas si on est des pairs, si on est, comment appeler ça, mais je pense que c'est une force. Et moi, je trouve que l'alchimie idéale, quand on fait ce genre d'action, c'est d'avoir à la fois les soignants et justement les pairs. Je veux dire, c'est vraiment l'alchimie idéale parce qu'à la fois, on a le sérieux des infirmières qui nous accompagnent et nous, en leur disant, tu sais, moi, j'ai fait le traitement, voilà, ça s'est bien passé, aujourd'hui, je suis guérie, etc. Mais je pense que c'est vraiment, dans l'avenir, c'est ce qu'il faut, quoi. À la fois les soignants et les anciens malades guéris qui peuvent témoigner de leur parcours, quoi. Voilà. C'est la condition, c'est la condition sine qua non de tout programme d'éducation thérapeutique. Hein. Un programme d'éducation thérapeutique ne peut se faire qu'avec des personnels soignants et des patients et un médecin, parce que les paroles d'un personnel soignant et les paroles d'un patient vis-à-vis d'un autre patient ne sont pas du tout compris de la même façon, ne sont pas acceptées de la même façon, et elles sont complètement complémentaires. Et c'est ça tout l'intérêt, toute la richesse. Hein. C'est la complémentarité de tout le monde. Merci à vous, Madame Copon, avant Madame Grisoni. Non, je vais laisser Madame Grisoni poser sa question en premier lieu. Merci. Madame Grisoni. Oui, bonjour. Merci. Donc, Bérangère Grisoni pour la Fédération Santé Habitat. Alors, avec la prévention, au niveau du bilan des ACT, depuis plusieurs années, on a vraiment vu une diminution parmi les résidents des hépatites. Par contre, au niveau du diabète, on voit une nette augmentation et j'ai regardé tout à l'heure sur le bilan des ACT Bourgogne-Franche-Comté pour les données 2021. Il y a 16% des résidents qui sont diabétiques dans les ACT pour 2021. Donc, on voit vraiment l'utilité de pouvoir agir avec eux. Et j'avais une question, je me demandais au niveau, alors bien entendu, hein, éducation thérapeutique, les rencontres avec des pairs, et peut-être aussi au niveau de l'APA santé, il y aurait quelque chose, je ne sais pas si vous le faites déjà, ou si voilà, il faut également s'orienter vers toute l'activité physique adaptée. Alors l'APA, oui, on a des, nous on a en tant qu'association, on a un partenariat avec des associations d'activité physique. D'ailleurs, une association qui s'appelle Bouger Ensemble qu'on a créée avec les insuffisants respiratoires et Parcours Cœur et Santé. Donc, les 3 associations diabète, cœur et insuffisance respiratoire ont créé une association qui s'appelle Bouger Ensemble et qui est une association qui permet aux adhérents de ces associations de pratiquer de l'activité physique, de la piscine, de l'aquagym, de l'aquabike, de la marche, etc. Et tout ça, ça se passe à la piscine. Alors, c'est assez restrictif parce que c'est sur Dijon, hein, bien entendu. On aimerait pouvoir le transférer dans d'autres structures. On le fait à l'AFD puisque on a des moniteurs APA qui font des sorties, des activités physiques sur Montbard. On décentralise sur Châtillon-sur-Seine, etc. Donc, on essaye de mettre un petit peu sur toute la Côte d'Or l'activité physique avec des moniteurs APA et on travaille avec Ciel Bleu. Et effectivement, on a cette volonté d'allier aussi l'activité physique au reste, à l'équilibre alimentaire, à des tas de choses, au suivi du traitement, etc. Mais je pense que déjà, si tout le monde faisait un peu d'activité physique, on aurait beaucoup moins de diabète, hein, beaucoup. Et beaucoup moins de NASH. Voilà. Je me permets de prendre la parole. Je voulais rebondir sur l'activité physique parce que nous, ça fait partie vraiment de notre futur gros chantier au sein du foyer de la manutention. On aimerait vraiment remettre
ça en place des sorties, ne serait-ce que pour aller marcher. Voilà, mais c'est encore et toujours, ça nous demande un énorme travail de mobilisation. Proposer une sortie, ça veut dire aussi obligatoirement appâter un peu, enfin je suis désolée pour le terme, mais il faut proposer un pique-nique, enfin quelque chose qui donne envie de venir. On peut parler par exemple, nous il y a une activité jardin qui se fait actuellement, donc c'est quand même assez physique, hein, voilà, et voilà, ça fonctionne que si on part pour la journée et qu'il y a un pique-nique offert, donc voilà, c'est tout un travail. Et il va y avoir de gros travaux au sein du foyer qui vont commencer l'année prochaine, et on aura normalement une salle dédiée voilà, au sport, avec possibilité d'utiliser des appareils, enfin voilà, toutes sortes de choses. Donc on réfléchit beaucoup en équipe sur le sujet. Madame Copon? Oui, merci. Alors moi, ma question, elle est beaucoup moins centrée sur ce qui vient d'être échangé. Alors déjà, je remercie les intervenants pour leur présentation parce que c'était très clair. Ma question, moi, elle se tourne plutôt vers vous, Laurent. Cette expérience, elle a été menée dans la perspective de pouvoir la dupliquer sur les territoires. C'est bien ça? Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est vraiment ça l'intérêt du webinaire. Et puis l'intérêt effectivement de la mobilisation, de l'envie et de la capacité à agir, à la fois de l'Association française des diabétiques, puis de SOS Hépatite, bien évidemment. D'accord, parce que dans Lyon, hein, puisque c'est le département dans lequel j'interviens, l'AFD est très présente et effectivement nous a fait part dernièrement de sa réorientation, hein, de ses missions plutôt à destination des personnes en situation de précarité. Et elle est très en lien avec la maison sport santé, donc je pense que des choses peuvent se faire. Hein. Mais effectivement, je pense qu'intervenir au sein des CHRS serait une très bonne chose. Parce que voilà, dans Lyon comme ailleurs, les résidents des CHRS sont dans la même situation. Je m'associe à Marie-Noël du coup pour demander si, parce que vous êtes des associations de Bourgogne-Franche-Comté, mais savoir si toutes vos antennes, enfin, comment dire, si c'était une fédération, si tout le monde fonctionnait de la même façon sur tous les territoires. Donc moi, je suis dans le Nord-Franche-Comté. Et de savoir si on pouvait mobiliser. Alors, je vais vous répondre. Dans le Nord-Franche-Comté, c'est un petit peu le désert, malheureusement. Je pense que vous parlez de la Haute-Saône. Alors, non, Nord-Franche-Comté, c'est territoire de Belfort, nord du Doubs et pays d'Héricourt. Alors, malheureusement, territoire de Belfort et Haute-Saône, Haute-Saône, il y a plus d'AFD. J'espérais pouvoir en recréer une. Ça paraît très, très compliqué, malheureusement. Et territoire de Belfort, il y a une association, mais qui n'est pas active, donc que j'ai voulu réactiver et qui est en ce moment un petit peu en sommeil. Mais malheureusement, ce sont deux territoires sur lesquels on n'a pas de correspondant. Et dans le Doubs? Alors, dans le Doubs, il y a une association, effectivement, qui a très peu d'adhérents et qui est pas très active, qui n'est pas très active. Mais l'association Bourgogne-Franche-Comté est en pleine mutation et en termes de régionalisation, il est fort possible, il est tout à fait possible de faire des actions sur le 25 si besoin est et si demande. Avec des bénévoles du 21, du 39, etc. Et s'il y a une demande pressante et s'il y a des demandes ponctuelles, sans aucun problème, on peut aller faire des actions de dépistage sans problème ou de prévention. Voilà. Merci, je note. Du coup, pour SOS Hépatite. Oui, alors nous, SOS Hépatite, si, nous, on vient dans le Doubs, dans le cadre de nos road trips, on est venu. Alors, on a fait déjà des premiers road trips où on est passé dans l'Exapac à Rude. On a été à Belfort, on a été à Montbéliard. Et puis, l'année dernière, oui, c'est ça, l'année dernière, on a fait un mini road trip avec les microstructures. Je ne sais pas si vous connaissez les microstructures. Oui. Donc, on est passé à Lille sur le Doubs.
et on a fait une grosse action là. On a fait beaucoup de fibroscan et tout. Et oui, on pourrait tout à fait envisager de faire un petit circuit en passant par le Doubs. Nous, vraiment, on a été partout, hein, dans toute notre région. On a été dans Lyon aussi, hein, on a été passé au CARUD de Lyon. Il y a les gens de Sens aussi qui nous ont demandé de venir. Elles voudraient qu'on fasse une journée entière à Sens. Donc, c'est pareil, il faut envisager ça. Après, c'est pas toujours facile parce que là, moi, c'est sur ma partie bénévole. Mais à côté de ça, je suis quand même salariée à plein temps. Donc, des fois, c'est un peu compliqué de jongler, d'arriver à faire des actions le road trip, par exemple, je le fais sur mes vacances, quoi. D'accord. Mais pour Sens, attention, c'était l'antenne du CARUD qui vous a demandé ça ou c'est la ville? Non, c'était la ville, c'était une psychologue qui travaille à l'hôpital, je crois, qui m'a demandé de faire une journée, qu'on fasse une journée de dépistage. Elle n'a pas voulu qu'on le fasse dans le cadre du road trip parce que c'était un peu précipité, mais elle m'a dit, est-ce que vous pensez que ce sera envisageable de faire une journée entière à Sens? Je dis, bah oui, pourquoi pas. Ouais, mais bon, je pense que se concentrer sur les structures CHRS dans un premier temps, oui, bah oui, pourquoi pas. On pourrait envisager un road trip tourner des CHRS Bourgogne-Franche-Comté, pourquoi pas, hein. J'allais vous demander, parce que les road trips, vous avez parlé d'Exapa CARUD, mais voilà, on pourrait réorienter le public si oui. vous... Oui, ou on pourrait les faire je vous dis, on a fait d'habitude, on fait Exapa CARUD. Ensuite, on s'est dit, c'est vrai, comme l'Exapa CARUD, il dépiste relativement bien, donc on trouvait de moins en moins d'hépatites. Donc, on s'est dit, il faut peut-être un petit peu plus, peut-être presque même aller en maraude. Le jour où on est passé à Nevers, au CARUD, on n'avait personne. On a carrément été chercher les gens dans la rue pour les ramener au CARUD et les dépister. Donc, on s'est dit, il faut le faire évoluer, le road trip. Donc, pourquoi pas faire un road trip CHRS? C'est envisageable. Et peut-être même avec les gens du diabète, pourquoi pas? Oui, tout à fait. Et juste, dans le road trip, pour bien être sûr, vous proposez... on propose des dépistages des hépatites, du sida, et après on propose un fibroscan, évaluation de la fibrose. On peut aussi faire, d'accord. Voilà. Et Laurent, est-ce que c'est prématuré pour évoquer ce sujet lors de l'instance territoriale de stratégie renforcée de lutte contre les inégalités de santé qui aura lieu dans Lyon le 22 juin? Alors, je vais faire une réponse en deux temps. Non, je ne pense pas que ça soit prématuré. Et le second, c'est en fonction, mais l'envie et la mobilisation est présente, hein, que ce soit au niveau de SOS ou de l'AFD, capacité de mobiliser ces deux associations. Mais non, je pense que c'est le bon moment. D'accord. Donc, on peut présenter le sujet donc, le 22 juin. Il y aura bien évidemment des représentants de CHRS pour ne serait-ce que recueillir leurs sentiments par rapport à cette expérimentation et puis peut-être leur engagement. Aucun souci. Alors, comme tout le monde est là, est-ce que vous... de toute façon, on transmettra bien évidemment le diaporama à tous les acteurs qui avaient été invités. Ça, c'est une certitude. Et puis après, vous nous dites, Marie-Noëlle, ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin pour cette présentation. Oui, une partie je me baserai sur une partie du diaporama, tout simplement. Hein. Bon, je vais pas m'engager pour les associations, évidemment. Hein. Il faut qu'elles en soient d'accord. Mais moi, dans un premier temps, ce que j'aimerais recueillir, c'est l'avis des directeurs de CHRS par rapport à ça. Je pense qu'ils seront convaincus, hein, mais c'est quelque chose qui se prépare et qui doit faire l'objet d'un calendrier. Vous parlez des actions sur Lyon, là? Oui, pour les CHRS de Lyon, oui. Oui, alors pour les CHRS de Lyon, sachez que l'AFD effectivement est beaucoup impliqué dans beaucoup de choses. Le seul problème de Lyon, c'est qu'il manque de bénévoles. Et donc, sachez que même si vous mettez des choses en place, au niveau de la régionalisation de l'AFD-BFC, il y a possibilité d'envoyer des bénévoles du 21. Puisqu'on a beaucoup de bénévoles sur le 21, on est une grosse association, donc on peut envoyer des bénévoles pour faire des actions sur Lyon sans problème. Voilà. D'accord, on a 4 CHRS. Voilà, vous pouvez démarcher et présenter la démarche en notre nom à tous, quoi. D'accord. Voilà.
Par contre, pour Madame Pons, c'est un peu plus contraint, si j'ai bien compris. Non, ça se prémédite, quoi. Je veux dire, c'est vrai que nous, les road trips, c'est vrai qu'on en fait un, voire deux par an, ça dépend. Quand il y a eu le Covid, on a pu en faire qu'un. Mais oui, on arrive à s'organiser quand même si on le prévoit suffisamment longtemps à l'avance. Et puis après, sinon, on peut faire une journée ponctuelle, hein. On peut oublier le road trip et aller faire juste une journée dans Lyon, par exemple. Pour moi, c'est plus facile de libérer une journée par-ci, par-là. On pourrait le faire ensemble. On pourrait le faire ensemble en plus. Voilà, on pourrait le faire ensemble. Et Oui, pareil ça pour serait idéal. Véronique Monod, l'infirmière qui est maintenant en addictologie, comme elle va travailler le week-end, elle m'a dit, moi, je pourrais me libérer, donc faire une journée par-ci, par-là, ça serait plus facile pour elle aussi. OK. Mais oui, on peut programmer ça, il n'y a pas de problème. Vous parlez de l'infirmière, ça me fait penser, est-ce que vous avez des liens avec l'hôpital Nord-Franche-Comté à Trévenant, des personnes référentes? Alors, écoutez, quand on a commencé les road trips, moi, j'avais contacté l'hépato Serge Fraté. Je ne sais pas si vous le connaissez, l'hépatologue de Trévenant. Oui. Et je lui avais dit, voilà, on fait le road trip, vous êtes le bienvenu si vous voulez venir, voilà, on va au Carrus de Belfort, on va, je ne sais plus où, enfin, deux, trois adresses. Et il m'a répondu très gentiment, il m'a dit, écoutez, j'ai pas le temps parce que je suis débordée, mais c'est vraiment super ce que vous faites et je m'engage à recevoir dans la semaine si vous dépistez un patient atteint d'une hépatite. C'était vachement sympa. D'accord. Donc, voilà. Mais après, je ne connais pas plus que ça. Ok, merci. Alors, si l'on a épuisé pour aujourd'hui le jeu des questions, je vous propose de terminer notre webinaire. Ce qu'il est possible de faire, c'est que je vais renvoyer un courriel avec le diaporama, un résumé de ce qu'a pu être dit à l'ensemble des invités. On avait invité largement les collègues du champ de la précarité. En tout cas, un grand merci pour ceux qui ont pu se libérer pour cette heure passée ensemble. En rappelant ce que vous venez d'évoquer, hein, Marie-Noël, c'est-à-dire le souhait de pouvoir travailler à l'échelon d'autres départements, cette possibilité de dépistage, parce que dépistage couplé, alors pas en même temps, hein, parce que c'est une grosse mobilisation au niveau des structures, c'est ce qui avait été dit dans la préparation, mais sur une temporalité un peu différente, parce que sur une même journée, ça fait lourd pour les résidents et les personnes qui sont accompagnés, avec une importance, ça je le soulignerai dans le courriel, une importance de la préparation, de la mobilisation en amont au niveau des structures. Extrêmement intéressant cette notion de road trip au niveau des CHRS. Hein. Donc on le retravaillera bien évidemment avec vous et puis Madame Galli qui a dû s'absenter pour une autre réunion. Donc j'envoie tout ça aux partenaires et effectivement dans l'objectif de pouvoir, à partir de cette expérimentation qui a prouvé son intérêt, hein, à la fois au travers de la mobilisation des structures d'accueil et puis de vous deux, hein, en tant qu'association AFD et SOS Hépatite. Donc un grand merci à vous, qu'on puisse proposer cette action dans d'autres lieux avec des enjeux de santé publique qui ont été rappelés tout à l'heure, hein, sur ces deux types de pathologies. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc, en tout cas, un grand merci à vous tous et toutes. Je vois qu'il y a un message que je n'ai pas lu. Voilà, donc merci. Merci à vous, Madame Tessonnier. Docteur Marion, on vous envoie le film risque. Oui, je veux bien, oui, volontiers. Que vous enverrez avec les diaporamas. Oui, oui. Et merci à vous, et dans le courriel là, récapitulatif, je me permets, si vous en êtes d'accord, au niveau des SDAT, AFD et puis SOS Hépatite, de laisser vos coordonnées téléphoniques et mail. Est-ce que vous en êtes d'accord? Oui. Oui, bien sûr. Okay. Voilà. Pardon, écoutez, Monsieur Raclé. Si donc j'ai des retours positifs de la part des CHRS, pour vous mobiliser, je passe par Madame Wenbrenner, qui est notre présidente départementale, ou je passe directement par vous?
Vous passez par Marie-Claire, on est en contact régulier et donc après, on se débrouille pour faire notre tambouille. Tambouille. D'accord. Voilà. Bon, eh bien, une nouvelle fois, merci à tous. Et puis, c'est une première graine qui va pouvoir pousser sur l'ensemble de la région, j'en suis absolument certain. Un grand merci.